Mais il est l'heure, il est exactement l'heure. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bonsoir à vous qui nous suivez en direct pour une véritable aventure. Contre nous, je n'aurais jamais pensé mener avec vous. Vous qui nous suivez sur la Foire de Pau, foiredepau.com, vous qui nous suivez sur pau.fr, qui nous suivez également sur les sites qui relaient cette grande première, une inauguration virtuelle d'une Foire de Pau virtuelle. En 22 ans d'inauguration de Foire de Pau, c'est une situation assez unique que celle que nous allons partager ensemble parce que nous n'allons pas visiter des stands physiques, nous n'allons pas déambuler dans les allées d'un parc des expositions situé au cœur de la ville qui regroupe normalement quelques 5 hectares et demi dédiés à l'exposition commerciale, dédiés à la mise en valeur des forces vives, des talents de ce territoire. Non. Malheureusement, cette année, la Foire de Pau, qui était prévue, ne pouvait se tenir pour des raisons sanitaires. Et pourtant, nous allons ensemble vivre pendant plus de 10 jours d'ailleurs, une Foire de Pau digitale. C'est une grande première. Nous sommes sur le plateau. Regardez, vous allez avoir une vue d'ensemble sur le plateau que nous avons installé au cœur même du parc des expositions parce qu'on n'allait pas se priver de venir ici au cœur du parc des expositions pendant 10 jours. Et c'est dans le hall Aragon que nous avons installé ce plateau de télévision qui nous servira pour accueillir différentes émissions, 30 heures minimum de Web TV que nous allons passer ensemble à côté d'une visite que nous allons inaugurer dans quelques instants. Nous sommes accompagnés de celui qui est en charge, entre autres, le commerce, le numérique et le digital, Thibaut Chenevière, qui a également des responsabilités pour dorénavant présider aux destinées de la SPL, Pau Béarn Pyrénées événements, qui organise normalement la Foire de Pau. Nous sommes accompagnés de Guillaume Méchin, qui en est le directeur général. Messieurs, nous sommes dans un endroit certes clos, par contre, comme nous sommes dans des distances énormes d'ailleurs, et que vous avez vos propres équipements, des micros qui ont été préparés pour cela, des espaces désinfectés, nous allons nous tenir en plus à des distances extrêmement éloignées. Je vous invite, si vous le souhaitez, à retirer vos masques, de façon à ce que nous puissions converser en toute sécurité, en tout cas avec un maximum de sécurité, mais avec également un maximum de convivialité. Tout à l'heure, chers amis, nous sommes en direct, je le disais, à 18h30 précise. Nicolas Robière de la République des Pyrénées, Romain Belli du journal Sud-Ouest nous rejoindront pour le premier grand événement de cette Foire de Pau digitale, à savoir la webconférence de l'agriculture. Béarn, nous serons accompagnés de témoins venant du monde de la coopérative avec le Coopéralis, du monde de la banque avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Nous serons également accompagnés d'un conseiller départemental et non des moindres, Charles Pelane, vice-président du département, qui seront avec nous pour débattre des grands sujets liés à l'agriculture et notamment l'avènement des circuits courts. Regardez le générique d'ores et déjà qu'on lancera à tout à l'heure 18h30. Il va défiler juste derrière moi sur le grand écran. Ce grand écran qui nous tiendra compagnie d'ailleurs tout le long de cette Digifoire de Pau, puisque nous y accueillerons de très nombreux invités qui ne pourront pas être en présentiel dans ce hall Aragon. Nous les aurons tout le long de la semaine dans les multiples émissions que nous allons partager, mener et vivre ensemble. Donc ça sera tout à l'heure, vous le voyez, à partir de 18h30, le premier événement, la webconférence de l'agriculture, un des premiers temps forts des Agri Days qui viendront rythmer, comme ils auraient dû le faire dans la Foire de Pau, cette Foire de Pau digitale. Thibaut Chenevière, vous êtes en charge, vous avez une grande responsabilité. Vous allez m'expliquer tout à l'heure pourquoi vous avez tenu avec la ville, l'agglomération pour Béarn-Pyrénées, à faire que cette foire virtuelle, cette Digifoire de Pau ait lieu. Mais vous savez, avant toute chose, normalement dans une foire réelle, il y a une inauguration. On coupe un ruban, etc., etc. Là, nous allons ouvrir le site internet de la Digifoire de Pau. Site sur lequel vous pouvez vous connecter sur foiredepau.com. Remarquez, si vous nous suivez, ce que vous êtes déjà. Vous pouvez vous connecter sur digifoiredepau.com également. Vous pourrez nous rejoindre si vous venez depuis Sud-Ouest, depuis la République des Pyrénées.fr. Vous pourrez nous y rejoindre pour y trouver un très grand nombre de choses. Nous allons visiter ce site, mais avant cela, il vous revient de prononcer, cher Thibaut Chenevière, une parole habituelle dans ce genre de circonstances pour déclarer ouvert cette Digifoire de Pau et lancer le générique de cette opération. Merci Eric, une lourde responsabilité. Oui, parce que sinon on s'en va et on a monté tout ça pour rien. Si vous ne voulez pas le faire, c'est maintenant. Bon, bien écoutez, il m'appartient d'ouvrir effectivement cette Digifoire et donc officiellement j'annonce l'ouverture de cette première unique effectivement Digifoire à Pau. Générique.
La Digifoire de Pau, mon cher Thibaut Chenevière, lorsque François Bayrou, vous-même, la direction de la SPL Pau Béarn Pyrénées Événements qui dirige par des expositions et qui organise cette foire de Pau qu'on a le plaisir d'animer avec nos équipes de création depuis bien des années maintenant, lorsque l'ensemble de ce petit monde s'est réuni mi-août, c'était pour prendre une décision que fin juillet, on n'aurait pas imaginé, c'est d'annuler la foire de Pau présentielle. Rendez-vous incontournable de la rentrée pourtant. Écoutez, oui, c'était une situation totalement inédite, lourde de conséquences. Hein. C'est un rendez-vous palois et béarnais par excellence. Ça marque la rentrée de septembre, la convivialité, la rentrée politique, la rentrée économique, le rendez-vous des forces vives. C'est vraiment un moment fort et on l'attend tous. C'est aussi un moment pour les familles. Moi, j'ai des souvenirs de gamins, évidemment, comme beaucoup de Palois et de Béarnais ici. Donc, c'était à contre-cœur, évidemment, que cette décision a été prise. Et effectivement, le 24 août, lorsqu'on s'est orienté vers cette situation, le maire a fixé un cap, François Bayrou a fixé un cap qui était assez clair, c'était organiser quelque chose, s'organiser autour du digital et globalement être résilient et faire en sorte qu'on puisse, malgré tout, malgré les contraintes qui sont les nôtres et qui existent encore, organiser quelque chose et maintenir cet événement. Évidemment, avec les outils modernes, c'est le digital qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver. J'en profite d'ailleurs pour dire que je suis quand même très heureux de me retrouver physiquement à la foire de Pau, quand même. C'est vrai, il y a un petit air de réel dans tout ça. Et alors, je vais vous dire quelque chose de façon très honnête, à vous qui nous suivez, à vous également, mon cher Thibaut. Je ne sais pas du tout ce que cette édition digitale va donner, parce que c'est une grande première, il n'y a pas de repère. Il n'y a aucun repère. Il faut remercier d'ores et déjà les exposants qui ont joué le jeu. On va visiter dans quelques minutes la galerie marchande virtuelle, mais c'est une grande première. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et j'ai envie de dire, depuis le début du confinement, depuis le début de la crise sanitaire, outre les prises de décision en responsabilité sérieuse de la collectivité, on a tout fait dans le domaine événementiel, avec la fête de la musique, avec ce qu'on a pu mener ensemble, Bonsoir le Béarn, avec toutes les initiatives de terrain qui ont été mises en place par le monde associatif, par la collectivité ou autre, pour faire que, envers et contre tout, la vie puisse continuer, pour que les événements puissent se dérouler. C'est un projet, c'est une volonté aussi politique de tous les acteurs, hein, qu'ils soient publics ou privés, c'est maintenir l'activité, continuer à vivre. Alors c'est vrai que ça complique l'organisation, ça complique la logistique, mais voilà, que ce soit sur la vie culturelle, économique, politique aussi, parce qu'on s'est réunis pendant le confinement à faire des conseils en visio. Voilà, on s'adapte et je crois que c'est aussi une force de notre territoire, il me semble, de pouvoir être en capacité en très peu de temps, et je tiens à saluer aussi toutes les équipes de la SPL et vos équipes, cher Eric, aussi pour avoir pu monter avec le concours aussi de la presse et des médias pour pouvoir proposer quelque chose de qualité en un temps record, pour maintenir une activité, pour proposer aussi aux exposants une solution. Ouais. Et quelque part les soutenir économiquement dans cette période difficile. Oui, parce que c'est bien ça l'ADN de ce rendez-vous, hein, chers amis. Vous savez qu'on a plein d'autres occasions de faire de la web TV, de faire des réunions, de faire des événements. Là, on a une seule et unique motivation, c'est de permettre finalement de respecter ce qui est dans l'ADN même de la foire de Pau, à savoir être un trait d'union, permettre une rencontre la plus conviviale, la plus chaleureuse, la plus pertinente, la plus économiquement intéressante entre des habitants d'un territoire et puis des acteurs économiques. Des acteurs économiques qui, il faut bien le dire, artisans, commerçants, TPE, PME, sont dans une période d'une difficulté rare. La vague est inédite, énorme, elle bouscule toute l'économie, donc évidemment, il faut s'adapter et il faut envoyer un signal aussi à tous ces chefs d'entreprise et ces artisans, commerçants qui passent une période difficile. On est là, collectivité et puis acteurs publics, pour les soutenir. Ça a été le cas avec toute une série d'aides qui ont été mises en place, hein, sous la houlette de François Bayrou, mais c'est aussi du physique, entre guillemets, oui. En tout cas du digital, pour là aussi envoyer un signal et soutenir. Voilà. Alors tout ce que l'on va faire pendant 10 jours d'ailleurs ne va pas s'arrêter le 18 octobre. En effet, le principe est que jusqu'au 31 décembre, cette galerie marchande Pau, foiredepau.com, mais également digifoiredepau.com, eh bien cette galerie marchande sera ouverte. Et vous allez pouvoir jusqu'au 31 décembre faire connaissance avec des exposants, des commerçants, des artisans, tous
issus de ce territoire, pour ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, fidèlement au rendez-vous dans ce territoire et en particulier lors de la foire de septembre. Guillaume Méchain, la foire de Pau au mois de septembre, elle aurait dû avoir lieu avec un nombre d'exposants qui finalement avaient véritablement répondu au rendez-vous. Alors certains seront dans notre Digifoire de Pau, dans la galerie marchande. On va pouvoir d'ailleurs afficher la galerie marchande sur grand écran qu'on va visiter dans quelques instants. Si la foire de Pau ait pu se tenir, et Dieu sait si on y a travaillé, si la foire de Pau ait pu se tenir, ça aurait été une édition avec d'abord de très nombreux artistes, mais aussi surtout de très nombreux exposants. Eh oui, exactement, Eric. La foire de Pau avait, tout au long depuis le début de la crise, s'était mobilisé, les équipes de Pau Berne Pierre Événement s'étaient mobilisées pour pouvoir tenir cette foire. Il y avait une belle attente des exposants, parce que les exposants sont en difficulté et c'est quand même des rencontres importantes pour eux. On avait adapté aussi, évidemment, tout le contexte de réservation, de confirmation, etc., pour pouvoir repousser les inscriptions sans risque pour eux, parce que, évidemment, le risque planait, mais ils nous avaient quasiment tous fait confiance. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette foire et leur rendre la confiance que nous avaient apportée en leur offrant une solution virtuelle d'une Digifoire qui va reprendre l'essentiel de ce qu'on vit en présentiel. Et voilà, c'était pour nous aussi important de pouvoir rendre cette confiance-là. On est des organisateurs d'événements. Nos métiers, c'est les événements. Il a fallu créer un événement et on est très fiers d'être là aujourd'hui pour pouvoir leur présenter et mettre cette plateforme en ligne pour eux. Alors ce sont des outils qu'on va offrir aux exposants, mais aussi qu'on va vous offrir à vous, chers amis visiteurs, puisque en suivant l'intégralité de nos émissions d'ailleurs, qui vont égrener les journées de cette foire, en les regardant en replay, parce que vous avez la gentillesse, peut-être pas certains, de nous regarder en direct, mais pour la grande majorité, vous nous regarderez en différé, en partageant sur les réseaux sociaux les bonnes affaires, les coups de projecteur qu'on va donner à ces quelques 120 exposants qui ont répondu présent à notre invitation, eh bien vous concourrez à finalement offrir à ceux-ci une vitrine supplémentaire, être mieux référencé sur les moteurs de recherche qui existent d'ores et déjà, parce que Thibaut Schoenwehr, vous qui évoluez dans le domaine du numérique depuis des années, on sait bien à la fois les atouts, les points positifs que le numérique a pu apporter pour le commerce, mais on sait bien également les dangers qu'il peut encore représenter vis-à-vis de grands mastodontes face auxquels il faut savoir jouer groupé localement pour avoir de la pertinence. Oui, le numérique change, modifie les habitudes commerciales et puis d'achat des citoyens, mais ça peut être aussi une arme. Alors c'est vrai qu'il y a Amazon, il y a les grands, mais si on s'organise localement, on doit pouvoir trouver des solutions, on y travaille, et d'ailleurs Digifoire est une réponse. On peut s'organiser pour faire en sorte que on puisse faire du business avec du numérique et avec des entreprises et des commerces ici, de notre territoire. Donc c'est tout l'enjeu de la Digifoire et de ce qu'on prépare. Alors, chers amis, nous y sommes. Voici le hall d'exposition. Vous avez sacrément bien repeint le mur, Monsieur Méchain, avec vos équipes. Donc, voici dans le hall d'exposition qui va accueillir les visiteurs de cette Digifoire. Dans ce hall exposition ici même, vous allez pouvoir circuler, découvrir. Est-ce que la petite souris que je n'ai pas guidée va pouvoir peut-être aller d'espace en espace? Vous pourrez visualiser les différents stands. On va y aller dans quelques minutes. Vous aurez tous les programmes de Web TV, en particulier ce qu'on va dans quelques instants réaliser avec la complicité de la République des Pyrénées, de Sud-Ouest.fr. Je dis ça parce que les responsables des rédactions viennent de nous rejoindre pour animer tout à l'heure à 18h30 la conférence de l'agriculture qui va ouvrir donc cette première journée de Digifoire. Et puis tous les matins à 9h10, l'équipe de Sud-Ouest vous proposera un invité que vous retrouverez également sur sudouest.fr. À midi, il y aura Café La Rep avec également des invités que vous retrouverez sur la République des Pyrénées.fr. Tout cela dans ce même plateau. Et donc toutes ces émissions, on va les collectionner pour que vous puissiez les revoir à l'heure de votre choix. Et quand vous verrez ces émissions, vous aurez une petite alerte qui va apparaître sur le côté de l'écran de temps en temps. C'est l'alerte cadeau
Pot Commerce, alerte cadeau, qui permettra à tout moment, dans toutes ces émissions, lorsque vous la verrez, alors ça ne marche pas ce soir, hein, donc n'essayez pas, mais lorsque vous la verrez à partir de demain, regardez, elle apparaît juste à côté de moi. Alors moi, c'est, hop, elle a de ce côté, je ne sais jamais. Au bout de X années, je ne sais jamais quel côté il faut faire. Vous aurez ici cette alerte cadeau. Il vous suffira, lorsque vous verrez apparaître cette alerte cadeau dans votre, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez l'émission, eh bien d'envoyer un mot de passe qu'on vous donnera tous les jours. Et regardez, prochaine image, vous vous inscrirez ainsi pour gagner, par tirage au sort, 500 € de cadeaux. 500 € de cadeaux, ce sont des chèques cadeaux Pot Commerce qui vous permettent de retrouver les offres de quelques 230 commerçants, principalement issus du centre-ville de la ville de Pau. Et puis c'est pas tout. Si vous connaissez d'ailleurs le nom d'un adhérent de Pot Commerce, regardez, et vous pourrez multiplier votre gain. Si vous êtes tiré au sort, il y aura non seulement 500 € de chèques cadeaux, et en plus vous pourrez gagner différents cadeaux, comme par exemple une trottinette électrique, deux trottinettes, trois trottinettes, etc. Et puis vous avez plein d'autres endroits où vous pouvez également gagner d'autres types de cadeaux en circulant, en voyageant sur le site, comme je vous inviterai à le faire. Vous aurez de très nombreux rendez-vous qui seront proposés ici même. Vous allez pouvoir découvrir le programme. Puis, si vous descendez, vous allez pouvoir entrer dans les différents univers qui composent cette foire de Pau et visiter l'un de ces 9 univers. Et alors, ces 9 univers, ils reprennent évidemment ceux qu'on avait l'habitude de retrouver au sein même de la foire de Pau. C'est-à-dire que nous aurons des exposants, Guillaume Méchin, qui par exemple serait venu pour le 2e salon des 2 roues. Exactement, on a retracé tout le contenu de la foire présentielle sur le côté virtuel, avec évidemment le salon du 2 roues qui devait se dérouler le premier week-end, un salon de l'automobile qui également était prévu en parallèle du salon du 2 roues le premier week-end. Les Agri Days qui avaient, pour leur 2e édition, puisque la première édition était de l'année dernière, qui était prévue sur le dernier week-end de la foire. Et puis après les autres univers qui étaient présents toute la semaine sur la foire, à savoir voilà, l'habitat. On avait développé sur la foire de Pau un espace senior. Alors c'est vrai qu'il y a des nouveautés aussi un petit peu par rapport aux foires précédentes, parce que nous on avait travaillé depuis le début de l'année sur la programmation de cette foire-là. Donc le 24 août, tout était déjà quasiment bouclé. Donc voilà, les nouveautés, c'était cet espace senior. La nouveauté aussi, c'était un pôle sur les espaces sport-nature qui avait été prévu. La partie alors remarquez, regardez, on va y aller sur Sport Nature. Allez-y, on va y aller. On va y aller. On va voir que de très nombreuses associations ou structures commerciales d'ailleurs qui étaient présentes sur cet espace le sont toujours. Oups, la page n'existe pas, donc on va revenir en arrière. Hop, elle devrait exister. À mon avis, à cette heure-ci, elle devrait presque exister. Attendez, faites-moi pas peur. Allons dans Maison Habitat pour voir si c'est bien ouvert. Allez-y. Ça, je savais quand on allait le faire en direct. Maison Habitat est ouvert. C'est déjà bien. À mon avis, les autres aussi le sont, hein, je vous rassure. Je l'ai testé hier et ça marchait. Voilà, là, on est dans un espace. Peut-être est-ce que Thibaut, qui a la réalisation, peut également vous le proposer en grand écran. Chers amis, si vous nous suivez, vous pouvez mettre la vignette sur le côté de l'écran et aller directement sur foiredepau.com. Vous allez voir la même chose que nous sur l'espace habitat. Vous allez voir classer une 50aine d'exposants dans l'habitat. Transformation, rénovation, amélioration de l'habitat, tous classés alors là par lettre alphabétique, ou bien si vous allez dans le moteur de recherche, que vous recherchez spécifiquement quelque chose de particulier, vous avez envie de changer, que sais-je, votre véranda, vous avez envie de changer une piscine, etc., etc. Tout cela, vous allez pouvoir le taper dans un petit moteur de recherche et cela vous guidera sur quelques exposants. Vous avez évidemment quelques offres, bonnes affaires qui sont situées discrètement sur le site. Et tout cela, donc, va vous permettre donc de circuler d'espace en espace. Peut-être est-ce que du côté de la régie, on va pouvoir nous amener sur un espace, un exposant. Vous en prenez au hasard à la régie et vous nous y amenez, s'il vous plaît. Je n'ai pas de liste, hein, donc je vous préviens tout de suite. Je pense que vous m'avez préparé des fiches quelque part, mais je ne sais pas où je les ai mises. Donc, vous pouvez aller où bon vous semble. Vous êtes libre chez vous et vous pouvez surfer sur un espace, Technitois par exemple. Et là, vous allez découvrir sur Technitois plusieurs choses. Alors d'abord, on va vous demander de vous inscrire. On aurait dû commencer par là. Dès que vous arrivez, évidemment, sur le site, vous vous inscrivez. Pourquoi ? Parce qu'en vous inscrivant, vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte mail des offres. Les offres commerciales de la foire, spécialement prévues pour la Digifoire, avec des promotions, des bons de cadeaux et plein d'autres choses. Et puis tous les jours, le jeu concours. Et voilà, tous les jours, en vous inscrivant, vous pourrez gagner jusqu'à 1 000 € de chèques cadeaux pour commerce. Vous avez bien compris, en suivant les émissions
une première dotation et une deuxième dotation simplement en visitant la galerie marchande avec 1 000 € de chèques cadeaux pour commerce ainsi que de très nombreux autres cadeaux. Il vous faudra visiter la galerie marchande et plus vous visiterez la galerie marchande, plus la cagnotte que vous pourrez gagner pourra grossir. Donc n'hésitez pas à le faire et ça tous les jours. Vous revenez demain, vous pourrez jouer après-demain, vous pourrez rejouer et ainsi multiplier vos chances de gagner cette cagnotte de 1 000 € de cadeaux. Commencez pas à jouer, vous êtes interdit comme moi. On ne peut pas jouer, monsieur Chenmer, on ne peut pas jouer. On est dans le règlement, on ne peut pas, donc c'est comme ça, on ne peut pas jouer. Mais en tout cas, vous inscrivez votre nom, vos coordonnées, votre mot de passe. Vous autorisez ou pas les différents commerçants à vous envoyer ensuite des offres. Évidemment, vous êtes tout à fait libre, de le refuser pour continuer votre navigation et évidemment ne pas être dérangé si vous ne le souhaitez pas. On va revenir à la galerie, s'il vous plaît, rapidement, parce que l'heure tourne et que bientôt la conférence de l'immobilier va se dérouler. Donc l'inscription se fait et on revient à la galerie marchande. Du côté de la galerie marchande, donc revenez à l'habitat, vous faites-moi visiter un ou deux halls, s'il vous plaît, en régie, pour que nous puissions avoir quelques exemples. Regardez la fibre Free, par exemple. Free, puisqu'on est retransmis grâce au très haut débit qui tient, c'est formidable. Free va vous proposer une offre spéciale tout le long de cette manifestation. Vous pourrez aller sur le stand de Free si vous le souhaitez. Tout cela avec le petit navigateur qu'il y a ici même. La fibre arrive, vous voyez, hop, vous allez sur le stand. On a reconstitué, vous avez vu des stands? Regardez en haut, remontez un petit peu à la régie, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir. Voilà, hop, c'est comme si on était sur un stand de Free, dans une vraie foire. Bonjour madame, comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à la fibre? Avons-nous le très haut débit ici à Pau, etc., etc. Mais comme on n'a pas évidemment complété notre coordonnée, ça va réapparaître sans cesse. Vous avez, regardez, des petites vidéos qui vous sont proposées chez Free, si on peut descendre en régie. Vous avez des petites vidéos pour en savoir plus sur ce que les exposants le permettent. Voilà, vous avez des catalogues complets. Et puis, vous avez un petit endroit. Donc là, vous avez l'offre Free. Allons-y, c'est cadeau, c'est gratuit la pub. Ensuite, vous avez ici un petit espace qui va vous permettre de rentrer directement en contact avec les exposants sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux. Et avec, regardez, hop, ici, un espace qui vous permet de prendre contact avec les exposants, c'est pas là, c'est là d'ailleurs, ici, et vous allez pouvoir, soit s'ils sont en ligne, converser directement avec eux, soit s'ils ne sont pas en ligne, leur laisser un petit message, leur demandant de vous rappeler ou de chatter avec vous quasi immédiatement. 120 commerçants ont ce genre de vitrine complète et vous pouvez, au fur et à mesure de votre visite, garder dans vos favoris celles et ceux qui vous ont agréablement surpris. Est-ce qu'on peut revenir au menu et me montrer un ou deux stands comme ça au hasard, mais juste la devanture des stands. Chaque partenaire, donc, chaque exposant a ce genre, vous le voyez, de stand. Ils ont choisi d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont choisi leur stand, leur habillage. Alors, on a un peu guidé leur choix parce qu'on ne pouvait pas, vous savez, tous les faire de façon différente. Mais en tout cas, tous, dans ce domaine, santé, beauté, sport nature, shopping, etc., ont des stands. Est-ce qu'on peut en montrer deux, trois autres pendant qu'on continue à parler du côté de la régie? Tout cela, vous le ferez depuis chez vous de la façon la plus libre possible. Vous allez regarder les Terres des Templiers, monter sur le stand dès le départ. Ah oui, tant qu'on ne s'est pas inscrit. Regardez, hop, et chacun un petit environnement dans lequel, si on zoome, on retrouve leur univers, on retrouve ce qui fait la différence et le sel de ces différents exposants. Voilà donc le principe de cette Digifoire. Vous le découvrez quasiment en même temps que nous aussi. Mon cher Thibault, moi c'est pareil, hein, j'avoue que la visite, on l'a pas... Comme on a bouclé ça il y a quelques petites minutes, on est presque dans un vrai stand, dans une vraie foire. C'est un super boulot. Ça donne envie d'aller se balader. Alors évidemment, on espère une prochaine édition physique. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle offre proposée à tous ceux qui ont l'habitude de venir à la foire. Et puis j'ai envie de rajouter que c'est aussi quelque part un acte militant de venir visiter le site, de garder ses habitudes d'achat parce que nos professionnels en ont besoin. Donc tous sur digifoire.com, digifoiredepau.com. Alors, les deux marches, Digifoire de Pau, alors il faut mettre Pau, hein, digifoiredepau.com, foiredepau.com. Guillaume Méchin, pendant qu'on va continuer la visite en régie, allez-y, pendant que vous occupez sur l'écran, nous on discute, vous occupez sur l'écran, faites votre vie.
Cette manifestation, elle ne peut avoir lieu physiquement, elle a lieu donc virtuellement jusqu'au 18 octobre, prolongation jusqu'au 31 décembre, mais il y aura peut-être d'autres événements qui pourront se tenir, on l'espère, physiquement, et notamment, je crois, vous avez en prévision ici au parc, pour la fin du mois de novembre, une nouveauté, un nouveau salon. Un nouveau salon sur le loisir créatif. Qui est le faire soi-même, voilà, qui est en... Ah, c'est comme nous, oui, c'est le faire soi-même. Voilà, exactement, qui aura pareil. lieu fin novembre au Parc des Expositions, un tout nouveau salon où on a déjà beaucoup d'exposants qui ont répondu présent. On espère pouvoir évidemment le tenir. C'est bon, on le fera peut-être pas en virtuel si malheureusement on peut pas le tenir parce qu'on est vraiment dans le loisir créatif et dans du faire soi-même, donc c'est un peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait partie aussi des nouveautés. On s'arrête pas de trouver des solutions, voilà, pour nos exposants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est nos métiers d'organiser des événements. Donc on s'adapte à la situation. On essaye de faire. Moi, j'ai un petit peu de nostalgie quand je vois ces stands-là parce que je les connais tous et pas les voir aujourd'hui physiquement. C'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Donc, comme disait très bien Thibaut, c'est aussi une manière de les rencontrer cette année parce que c'est aussi beaucoup de rencontres. Les exposants, ils seront là, ils seront derrière leurs écrans pour vous répondre à vos messages, chatter avec vous. Donc, n'hésitez pas vraiment. Alors nous avons, puisqu'on parle de salon, regardez, la caméra va se diriger vers l'autre partie de ce plateau, de ce studio où nous ont rejoint Nicolas Rebière, Éric Belli. Vous êtes pratiquement dans le salon, on ira de plateau en plateau et le plateau est assez grand. Et tous les deux, dans quelques petites minutes, vous me rejoindrez ici même pour animer la première conférence de l'agriculture que vos titres respectifs ont mis en place. Cela dit, ça ne sera pas le seul rendez-vous, je le disais, que vous allez proposer pendant toute la durée de cette Digifoire de Pau. Romain, vous, avec vos équipes, rendez-vous tous les matins, avec nous d'ailleurs, puisque dès 8h30, on mettra en ligne une émission qui ensuite sera visible tout le long de la journée, affaire à suivre. On mettra à l'honneur beaucoup de commerçants, beaucoup d'exposants, beaucoup d'artisans de ce territoire. Et puis à 9h10, vous aurez un invité tous les matins, Romain. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, je dis Jean-Pierre parce que vous avez dit Éric tout à l'heure. Oui, pardon, non, c'est Romain Belli, vous avez tout à fait raison. Corrigez-moi, tout à fait. Effectivement, tous les matins... c'est mauvaise habitude, c'est des mauvaises fréquentations, allez-y. Je crois qu'il y a quelqu'un de très brillant qui s'appelle Éric Belli. C'est pour ça, je le dis en c'est Romain Belli. Vous avez raison, Romain. Sud-Ouest sera là, effectivement, tous les matins, au rendez-vous de la Digifoire de Pau. J'en profite quand même pour vous féliciter pour la réactivité. Je vois que le site est prêt. C'est effectivement un moment important dans la vie des Palois, cette foire de rentrée de septembre. On y a tous des souvenirs. Et de voir à quel point vous êtes mobilisés pour créer cette foire virtuelle, je pense que c'est effectivement un acte militant et je vous félicite pour ça. Pour notre part, on sera donc au rendez-vous tous les matins à 9h10 précisément pour une interview avec un invité dans l'actualité ou un peu à rebours de l'actualité qui conversera pendant 10 minutes sur un temps un peu plus long qu'à l'accoutumée. Ce ne sera pas une interview à la Jean-Jacques Bourdin, ce sera quand même normalement un petit peu plus sympa. On posera des questions, vous et moi, Éric, à ces invités. Je sais qu'on verra par exemple le directeur du Stade d'Eau Vive, le responsable... Demain matin, il se lève toujours très tôt, Didier Bellac. Donc ça ne gêne pas. Nous, c'est plus compliqué, mais lui, il sera là. Alors je crois qu'il a même des champions qui concourent dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit là très tôt le matin. On essaiera d'être à l'heure, Éric. Hein. Voilà. On le saura. Les cafés, les croissants, etc. Ça fait bien longtemps que je m'étais dit pas les matinales. Et puis finalement, on va s'y coller pendant 10 jours. On va essayer. Voilà. On aura pas mal de petits invités comme ça. Exactement. Et puis Nicolas Rebière, vous, alors c'est vous, mais c'est plutôt Bruno Robali qui sera là à midi pour le Café La Rep, ce fameux format qui existe depuis maintenant presque 2 ans et qui vient ponctuer la grille, on va dire non pas la grille, mais en tout cas la page de la République des Pyrénées lorsque les événements le justifient. Et là, vous avez trouvé que ça le justifiait. Je vous en remercie. Et l'un et l'autre d'ailleurs. Non, mais rien de plus normal que Pyrénées Presse qui édite la République des Pyrénées et l'Éclair. Je crois qu'ils sont de toutes les foires depuis le début, partenaires historiques. Donc il nous paraissait important, malgré tout, d'être là. Comme on était là pendant le confinement. C'est vrai, absolument. Tout le monde à la même heure. On était là sur un plateau. Enfin, il y avait le journal tous les jours, il y avait le site internet. On l'a vu parce que les gens avaient besoin d'informations à ce moment-là. On l'a véritablement senti avec une explosion de la fréquentation de notre site, avec aussi une explosion
en tout cas une forte hausse des abonnements numériques. Et on est là à la Digifoire. On voit le stand derrière vous. Regardez le stand de la République de l'Éclair. Tout à fait. Ce lien qui se tisse, que ce soit en présentiel ou en distanciel, entre Béarnais sous le Thym et la République et l'Éclair. Je vais faire un peu le boulot de Nadine Covre, même si mon boulot de rédacteur en chef n'est pas trop là. C'est que vous arrivez à lire qu'il y a un vélo électrique à gagner. Absolument, absolument. Mais c'est bien si ça. Vous vous abonnez. Alors, si vous vous abonnez, voilà, tout à fait. C'est la responsable commerciale de Pyrénées Presse. Voilà. Ouais. Donc, si vous vous abonnez, en effet... Voilà. J'ai entendu que vous faisiez gagner des trottinettes électriques. Nous, on va plus loin encore. Je le sens. Voilà. Et on fait gagner un vélo. Donc, c'est sur le site de la REP et l'Éclair. Bien entendu qu'on devait être là aussi, et donc comme Sud-Ouest est plus matinal que nous visiblement, nous on a essayé de prendre le créneau de midi, voilà, la rumeur le dit, on a pris le créneau de midi et ça sera avec ce fameux format Café La Rep. Café La Rep depuis 2 ans, sur notre site internet, on fait des invités qui ont une actualité. Donc nous aussi, on aura des invités. C'est Bruno Robali qui l'animera et qui rencontrera, par exemple, il y aura Guillaume Béchin, d'ailleurs, parmi les premiers Café La Rep. Hein. Il y aura aussi Marianne Michaud qui va nous parler du Zénith et de comment la salle de spectacle s'adapte à cette situation si particulière. On aura Dial Delmas qui est la responsable de la communication du château de Pau, puisque vous savez qu'il y a une magnifique expo au château qu'on peut voir en présentiel et qu'on peut encore voir. Voilà, des gens qui, en ce moment à Pau, font des choses, malgré tout, malgré cette année pandémie, qui fait quand même qu'on est là. C'est très étonnant dans ce hall, je me souviens, l'année dernière, on était au Snug, souvenez-vous, Eric. Oui, c'est vrai, avouons-le, c'est vrai, tout à fait. Ah ben là, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il faut s'adapter. Je trouve qu'il était important qu'on soit là et de souligner aussi cet effort, finalement, du Parc des Expos et de vous-même, d'inventer un format, malgré tout, puisque la vie continue. Absolument. Alors, chers amis, le temps pour vous de vous préparer, de vous équiper, etc. On va se retrouver dans quelques minutes pour la conférence de l'agriculture. Premier rendez-vous. Les AgriDays vont tous les soirs à la même heure, à 18h30, nous proposer, nous offrir des rencontres avec des acteurs du monde agricole. Nous passerons tous les soirs en revue finalement ce qui fait la force du monde agricole, de ce territoire, production végétale, production animale. On parlera formation. Mais là, dans quelques instants, nous allons parler circuit court. Toutes ces émissions, vous les retrouvez en replay sur le site de la République, sur le site de foiredepau.com, de digifoiredepau.com. Vous retrouvez Café La Rep. Aussi, oui, sur la République aussi, ce que j'allais dire. Là, sur Sud-Ouest aussi, sur pau.fr aussi. J'ai tous fait. Là, non, sur le sillon.info également, pour également nos amis qui nous suivent pour le côté des AgriDays. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de découvrir en avant-première un petit aperçu des génériques allez, on va dire de quelques moments. Non, on n'a pas le temps. Ça sera demain matin. Levez-vous à 8h30 pour suivre les premières émissions. 8h30, on sera avec Affaires à suivre. C'est un cocktail de rencontres, d'interviews, de bonnes affaires à saisir, avec tous les exposants évidemment et artisans présents ici même. Et puis il y aura quelques surprises. Et en suivant l'émission, vous pourrez gagner 500 €, 500 €, je le redis, de chèque cadeau pour commerce. 9h10, l'interview de Sud-Ouest. Midi, Café La Rep. 16h, le temps des seniors, avec la complicité de Presse Purée et 6 seniors, pour faire vivre donc ce salon des seniors qui aurait dû se tenir durant la foire de Pau. On viendra ici avec des thématiques qui touchent les aînés. Et demain, on parlera pour la première de l'emploi des plus de 50 ans. On ne parlera pas donc des aînés en version inactivité, mais au contraire, de celles et ceux qui cherchent du boulot et comment peuvent-ils arriver à trouver du boulot. Et le soir, à partir de 18h, un autre invité dans un format que vous connaissez bien depuis le confinement, qui est Bonsoir le Béarn, et qui ouvrira donc sur les AgriDays. Bref, plus de 30 heures ensemble, il y aura des concerts, de la musique, tout cela vous l'avez sur le site internet, vous le retrouvez dans les pages de la République et de l'Éclair. Demain d'ailleurs, il y aura une dernière page consacrée à tout le programme de cette Digifoire de Pau, en plus du contenu rédactionnel. Bref, le temps de lancer le générique ici d'abord de la Digifoire de Pau. On se retrouve avec un deuxième générique et on démarre la web conférence de l'Agri que vous pouvez suivre également sur les sites donc respectifs de Sud-Ouest et de la République. Mon cher Guillaume Béchin, vous viendrez nous voir régulièrement parce qu'après-demain, etc., vous êtes là quasiment tous les jours. Vous êtes chez vous en même temps. Tous les jours. Tous les jours, c'est bien ça.
Thibaut Chevenière, également, vous êtes chez vous. Vous avez commencé à repérer des petits endroits sympas, des stands sympas à fréquenter? Je vais y aller de ce pas. Eh bien, très bien. Vous toutes et vous tous, rendez-vous donc sur fortdepau.com. Et si ce soir, il y a quelques imperfections dans le site, si ce n'est pas encore tout à fait au point, revenez demain, après-demain, etc. Vous aurez jusqu'au 31 décembre pour y revenir. Pendant 10 jours, on en parle un maximum, enfin un maximum de contenu. Mais les bonnes affaires ne s'arrêteront pas là, puisqu'elles perdureront jusqu'au 31 décembre. À tout de suite. Bonsoir vous toutes et bonsoir vous tous, ou rebonsoir pour celles qui nous ont suivis il y a quelques instants pour le lancement de cette Digifoire de Pau dans laquelle s'insère cette webconférence de l'Agri organisée par la République, par Sud-Ouest, par l'Éclair Pyrénées, avec des partenaires qui ont répondu présent à leur invitation sur un thème qui est encore plus d'actualité qu'il ne le fut déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Nous en parlons des circuits courts. Est-ce venu le temps des circuits courts? Un sujet que nous avons développé avec donc à la barre pour mener ce programme Nicolas Rebière, qui est le rédacteur en chef de La République et de l'Éclair Pyrénées. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et Romain Belli, qui représente le journal Sud-Ouest, chef de l'agence Sud-Ouest à Pau. Vous avez tous les deux organisé ce débat, qui fait suite d'ailleurs à un supplément paru il y a quelques jours dans vos colonnes, que l'on retrouve sur vos sites internet respectifs. C'est bien cela, mon cher Romain, puisque l'ensemble de ces webconférences, qui ont plusieurs thématiques tout le long de l'année, permettent ainsi un développement qui est à la fois web télé, mais également écrit. Absolument. Les lecteurs de Sud-Ouest, La République et l'Éclair ont découvert un début de contenu de ces conférences sur les circuits courts il y a 2 jours dans nos journaux respectifs. On s'est intéressé justement à cette problématique des circuits courts et à ce qui s'est matérialisé, notamment pendant le confinement, c'est-à-dire un véritable boom dans la consommation des produits locaux. Alors pour répondre à vos questions aujourd'hui, 3 invités, le directeur général du pôle agricole de la coopérative Euralis, Laurent Dubin qui est parmi nous. Vous entraînez le plateau de cette Digifoire de Pau qui accueille donc cet enregistrement. Merci à vous d'être présent. Bonsoir et ravi d'être là pour parler des circuits courts dans ce nouveau plateau qui est magnifique. Euralis, circuit court, nos 2 journalistes ne vont pas manquer de vous interroger sur évidemment la concordance d'avenir d'Euralis avec les circuits courts. Oui, ben vous le savez, Euralis est une coopérative agricole fermement ancrée dans ces territoires qui accompagne 14 000 agriculteurs au quotidien. Et on va avoir l'occasion d'en parler, qui a été pionnière en 2018 avec l'ouverture de sa table des producteurs, c'est-à-dire 35 corners qui, au quotidien, distribuent les produits des agriculteurs du Sud-Ouest dans nos magasins. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Charles Pelin est le vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alors, on est dans une semaine Charles Pelin où le conseil départemental redit à quel point, par exemple, manger bio est important, puisque hier avait lieu à Bayonne le 10e le forum Manger Bio, du moins le 8e forum, le 10e anniversaire de Manger Bio et local. Vous avez donc évidemment toute votre place ici même, d'autant que vous êtes vous-même de plein pied dans le monde agricole, professionnellement. Tout à fait, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Effectivement, je suis engagé dans la vie publique, mais je suis surtout avant tout agriculteur sur une exploitation dans le nord-est des départements des Pyrénées-Atlantiques sur laquelle on produit
des vins d'appellation Madiran et Pacheron de Vic-Bilh et du kiwi sous label. Et puis parmi nous également, Marie Calverol, qui est la responsable des marchés des professionnels et des agriculteurs au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Une conférence agricole sans le Crédit Agricole, ça paraît inconcevable. Mais outre en effet la concordance des noms, l'ADN évidemment que vous avez venant de la naissance même du Crédit Agricole dans le monde agricole, aujourd'hui, parler circuit court, parler devenir, parler futur du monde agricole fait partie évidemment de vos principales préoccupations. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. En effet, je suis ravie d'être ici. Donc, comme vous le disiez, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc ça fait 130 ans que l'on accompagne les agriculteurs, à peu près 20 000 agriculteurs clients sur notre territoire et bien entendu, le sujet des circuits courts, c'est l'essence même de leur activité, que de vendre leurs produits. Et c'est un phénomène, effectivement, qui vaut la peine d'être évoqué puisqu'on constate toute son importance, notamment ces derniers temps. Romain, c'est un phénomène. Je vous laisse introduire peut-être les propos de ce débat. Alors, comme je le disais, on l'a tous constaté pendant le confinement et depuis, la consommation en circuit court de produits locaux a explosé, littéralement. C'était sur une pente ascendante depuis une dizaine d'années. Là, ça a carrément explosé, pour réemployer ce terme. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on va rester sur cette courbe-là exponentielle ou on va revenir à la courbe initiale de progression piano-piano. Alors, on va commencer d'abord par une première question. Le boom dont je vous parle, est-ce que tout le monde l'a constaté ici? Voilà, alors on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Dubin, pour Euralis. Alors effectivement, nous, le boom, on l'a constaté en 3 temps. Un premier temps, on va dire avant le Covid, on était déjà sur une dynamique forte avec 25% de progression de nos ventes sur les circuits courts. Donc on était déjà inscrit dans une dynamique. Et puis il y a eu un second boom, pour prendre le terme. Et celui-là, il est arrivé le 13 mars avec le confinement. Là, il y a eu une chute brutale de l'activité chez nous, une espèce de chaos, j'imagine qu'on a connu nous aussi dans nos familles, mais qu'on a vécu dans nos magasins, avec une perte de la fréquentation et une perte de chiffre d'affaires d'à peu près 30%. Heureusement, ça n'a pas duré. À partir du 1er avril, les textes ont aidé à clarifier, si vous vous rappelez un peu, à cette époque-là, on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut vendre, pas vendre, quels rayons peuvent rester ouverts. Et à partir du 1er avril, là, il y a eu un second boom, pour reprendre les termes. Là, nos ventes ont flambé, la fréquentation a augmenté. Ça a été le début des files d'attente devant nos magasins. Et à partir de là, et on va dire sans plus s'arrêter, on a connu une progression de chiffre d'affaires qui a doublé. Donc on était à plus 25, on est passé à plus 50. Avec un vrai attrait et un double attrait. D'abord pour nos producteurs, parce que les producteurs, dans cette période-là, les marchés étaient fermés, la restauration était fermée aussi. Donc ils n'avaient plus de débouchés pour leurs produits agricoles. Et au niveau des consommateurs, pareil, les deux se sont retrouvés. Les consommateurs étaient en recherche de produits locaux, de produits tracés. Donc à la rencontre des deux, une vraie progression et un boom positif pour les circuits courts du Sud-Ouest. Alors juste avant de passer la parole aux autres, Monsieur Dubin, on s'en était parlé pour préparer à la fois cette conférence, mais aussi notre supplément. Il y a une particularité, c'est que la table des producteurs est dans les magasins Point Vert. Est-ce que, alors ces magasins étaient ouverts et vous vous souvenez que pendant le confinement également, toutes les jardineries n'étaient pas forcément ouvertes. Est-ce que ce boom, vous l'expliquez aussi parce que des gens ils venaient aussi s'acheter des plantes, c'était le printemps, etc. Ou vraiment vous le décorrélez de cet aspect? Clairement. Bon, déjà, je voulais dire que le fait de maintenir nos magasins ouverts, ça a été un choix. Un choix sur 2 axes. Le premier, c'était assurer une continuité d'activité pour nos clients et nos agriculteurs. Et puis le deuxième, et c'est sans doute l'essentiel, maintenir la sécurité et de nos équipes et des clients qui venaient au quotidien. Sur la question que vous posez, bien évidemment, il y a eu un double attrait. L'attrait des circuits courts et en même temps l'attrait du jardiner à la maison, un peu comme si on redécouvrait tous à la maison et les joies du cuisiner simple et en famille, et en même temps celle du jardinage.
Les deux se répondent d'ailleurs. Hein. C'est intéressant de voir que autour du mois d'avril, avec un printemps particulièrement favorable, tout le monde a eu envie aussi de ressemer des plants potagers pour faire des tomates et imaginer les tomates qu'on allait consommer en famille autour de l'été. Voilà. Charles Pellan, alors peut-être pas en tant que vice-président du conseil départemental, mais comme agriculteur, est-ce que ce boom, vous l'avez constaté, vous, auprès de vos collègues, voire dans votre propre exploitation? Oui, effectivement, pour ma part, je suis en coopération, hein, je travaille en coopération. Effectivement, nous avons constaté au niveau de la cave de Crouzet une augmentation vraiment très significative de l'acte d'achat dans nos stands de vente. Peut-être préciser malgré tout que depuis quelques années quand même on constate qu'il y a, en tous les cas je le constate sur mon territoire, qu'il y a de plus en plus d'installations de jeunes en production maraîchère et effectivement des pratiques de consommation qui font que les gens vont plutôt vers de l'achat local. En tous les cas, effectivement, la période de confinement et post-confinement a confirmé ce que vous indiquez, monsieur Dubin, que les gens marquaient un intérêt majeur pour l'achat chez les producteurs locaux. Marie Clavrolle, est-ce que tous les agriculteurs sont allés voir leur banquier au début du confinement en leur disant bon, je change tout, je vais passer au circuit court? Est-ce que vous avez constaté ça au Crédit Agricole? Alors, je ne peux pas répondre oui à cette question, mais ce que je peux vous répondre, c'est que nous, le boom des circuits courts, on l'avait déjà constaté depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que nos agriculteurs en circuit court, ils étaient déjà là. Par contre, ce que l'on a constaté pendant la crise sanitaire, c'est l'engouement accéléré de notre clientèle de particuliers pour consommer des produits locaux, des produits de qualité et donc être utilisateurs du circuit court. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que nos clients qui étaient déjà en circuit court ont eu de grandes facilités à trouver des débouchés pour leurs produits, avec une demande, comme vient de le dire monsieur, qui était croissante. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que ceux qui n'avaient pas développé d'atelier en circuit court ont eu une petite étincelle qui a pu s'allumer en voyant que les autres allaient s'en sortir probablement mieux que ceux qui n'avaient pas d'atelier de vente en circuit court. Voilà, et le phénomène a été tellement important qu'au niveau du groupe Crédit Agricole, nous avons développé rapidement pendant le confinement une plateforme de marketplace, donc une place de marché digitale, Loop, qui nous permet de mettre en relation nos clients agriculteurs qui ont des produits à vendre avec nos clients particuliers qui ont envie de consommer local. Voilà. Et dans une dynamique vraiment très positive. On se rend compte que véritablement la tendance était là, elle était là avant, elle s'est accélérée. Est-ce que vous avez une explication à ça, Charles Pellan? Est-ce que vous voyez... Alors, il y a, je pense, du sociologique là-dedans. Oui. Il y a du logique aussi avec un confinement qui fait que les gens restaient chez eux et ne pouvaient pas se déplacer très loin. Ce qui peut expliquer aussi le boom des circuits courts. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, comme vous l'avez indiqué, les contraintes de déplacement qui ont fait que les gens se sont intéressés à ce qui se produisait localement. Et je le réitère, mais on a vu vraiment des explosions de ventes chez certains producteurs qui étaient déjà installés depuis plusieurs années, mais qui nous ont témoigné de ce fait-là. Il y a peut-être un autre élément important qu'il faut préciser. En tous les cas, je l'indique à chacune de mes interventions. Rappeler que nous avons l'agriculture la plus sécure au monde. Et dans un moment où parfois le consommateur s'interroge sur justement la qualité des produits qui sont faits dans notre pays, rappelez simplement que nous avons la chance d'être dans un pays, mais dans un département plus particulièrement, où à travers les nombreuses productions un signe officiel de qualité, les consommateurs, nos administrés ont pu vraiment retrouver cette qualité-là, peut-être accentuée effectivement par cet acte d'achat accentué par le confinement. Mais simplement, c'est quelque chose qui est extrêmement révélateur aussi peut-être d'une forme de solidarité qui s'exerce entre les gens qui vivent sur un territoire et des acteurs économiques locaux. Ça, on y reviendra. Monsieur Dubin, pour creuser un peu plus, est-ce que c'est tous les produits de circuit court qu'on marché ou est-ce qu'il y a des produits plus particuliers qui pourraient expliquer aussi ce nouvel engouement?
On va dire déjà, on était sur une tendance de fond. Les valeurs du terroir, des produits vrais, de la traçabilité, du faire soi-même. On avait quand même cette tendance de fond. Moi, quand je regarde un peu les familles produits de la table des producteurs, elles ont toutes bénéficié de manière massive de cet élan. On pourra citer quand même les produits carnés, volailles, les viandes en général qui ont pas mal boosté, mais le maraîchage aussi. Voilà. Je voulais rebondir sur l'accélérateur, c'est quoi? Vous parliez de sociologie, on voit quand même que les comportements ont évolué. D'abord, la relation au temps. Je veux dire, il y a eu beaucoup plus de télétravail, des situations compliquées aussi. Il y avait des gens en chômage partiel. Enfin, les familles se sont retrouvées et ont eu le temps. Et ça, je pense que ça a été un élément majeur. Et le deuxième, je voulais rebondir aussi, vous parliez de proximité. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté, aujourd'hui, on a 70 implantations avec des magasins, 35 corners de la table des producteurs. Quand on regarde nos implantations en zone rurale, ont sans doute aussi contribué au rebond majeur, parce que si vous vous rappelez un peu le contexte des premiers mois, du mois d'avril, on ne savait pas trop non plus la distance. Oui, on ne pouvait pas dépasser les 100 km, il y avait ça. Donc les magasins de proximité ont eu, sans doute, ont bénéficié par la vitesse à laquelle on pouvait aller tous les jours, non seulement se approvisionner, mais aussi avoir un moment d'échange. Moi, j'ai été surpris de voir que ça devenait aussi le lieu social où on pouvait rééchanger en proximité. Voilà. Alors, Marie Clavrol, on va avancer dans notre débat sur cette question. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? Monsieur Dubin parle de temps, du moment du confinement où on a eu le temps de préparer les bons produits, d'aller les chercher juste à côté. Alors, ça vous a pas échappé, ça a échappé à personne. On a repris le travail, jusqu'au prochain confinement en tout cas. On aura peut-être moins de temps. Que des chômages partiels, que des chômeurs partiels voilà. pour relancer. On aura sans doute moins de temps pour préparer et pour avoir une attention particulière pour nos plats et nos produits. Est-ce que finalement ça va pas un peu retomber quand même cet engouement? Est-ce que tout le monde est revenu au supermarché? Je pense qu'indéniablement, certaines personnes ont dû revenir au supermarché. Pour autant, comme vous l'avez dit, il y a quand même une vraie tendance de société. Et nous, ce qu'on peut quand même constater quand on échange avec nos clients agriculteurs, c'est que c'est quand même un mouvement qui est, on y croit en tout cas, qui est assez durable, puisqu'il y a cette tendance de besoin de nourriture plus saine, plus qualitative, plus locale, déjà installée donc depuis plusieurs années, et nos agriculteurs sont prêts pour proposer ces produits de qualité. En tout cas, nous, on essaie d'accompagner cette tendance du mieux possible. On est partenaire du réseau Bienvenue à la ferme. On encourage et on aide nos clients agriculteurs à pouvoir développer de la vente en circuit court. Et je pense quand même que cette crise sanitaire aura été un accélérateur. Et j'espère que le mouvement va s'installer durablement. Monsieur Dubin, vous vouliez dire rajouter quelque chose? Oui, j'ai juste complété avec sur est-ce que la tendance va durer ou pas. Moi, je suis aussi un homme de chiffres, donc nous, les chiffres sont au rendez-vous au mois de septembre. Donc, on est toujours sur des niveaux hauts de progression par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Bon, je ne vais pas me hasarder sur le terrain de la grande distribution, mais vous avez vu les communications des grandes surfaces à la rentrée et l'inquiétude majeure autour de la désaffection d'une partie de leur clientèle. Donc ça aussi, c'est des éléments rationnels qui nous disent que les comportements changent. Et ces comportements, si vous vous souvenez, ils ont été clarifiés aussi par pas mal d'enquêtes. Vous citiez cette semaine OpinionWay, qui au mois d'avril caractérisait l'évolution du comportement des Français quand ils font leurs courses. Alors, on va peut-être pas être tous d'accord sur la part qu'on donne à l'un ou l'autre des réseaux, mais ce qui est sûr et qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que les Français diversifient leurs achats et ne mettent pas aujourd'hui tous leurs œufs dans le même panier. Voilà. Alors, Monsieur Pellan, vous êtes agriculteur dans le Nord-Béarn, ce joli coin vert et or.
on fait mine de découvrir, mais finalement, les circuits courts, ça existe depuis longtemps. En réalité, on allait tous chercher chez le maraîcher à Meillon, le poulet à l'Ancob, on en parlait tout à l'heure, le veau sous la mer à Précillon. Ça existe depuis longtemps, les circuits courts. Est-ce qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude ? Non, je ne pense pas, mais en fait, effectivement, depuis plusieurs années, on constate que des agriculteurs se sont engagés dans de la vente directe. Beaucoup de bio au départ. Non ? Oui, pas forcément. Je pense notamment à des éleveurs qui, pour avoir un complément de revenus, ont commencé à commercialiser leurs bêtes. Et donc, effectivement, on constate un nombre grandissant d'agriculteurs qui s'engagent dans cette voie-là de transformation à la ferme et de vente directe. D'où un enjeu fort, je dirais, pour la pérennité ou pour la durabilité de ce type de vente, d'avoir une structuration, je dirais, une mise en marché, une organisation en tous les cas à préfigurer pour que tout le monde tire son épingle du jeu. Du côté d'Euralis, quand est-ce que vous vous êtes mis... parce qu'on n'a pas forcément, je suis désolé, mais on n'a pas forcément l'image de circuit court pour une coopérative qui s'est bâtie d'abord par sa puissance de feu, finalement. Quand est-ce que vous êtes remis au circuit court, ou est-ce que finalement vous avez toujours fait ? Alors, d'abord, Euralis est solidement ancré dans ces territoires et répond à des besoins. Donc, à partir du moment où les marchés ont commencé à exprimer un besoin sur des circuits courts, on a répondu à ce besoin. Plutôt, je peux citer 3-4 initiatives. On vient de parler de la table des producteurs. Mais dès 2015, Euralis s'est aussi engagé dans le rapprochement entre les agriculteurs et les collectivités locales. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près autour de Pau 25 écoles qui, tous les jours, consomment les viandes et volailles issues des agriculteurs du Sud-Ouest. Donc vous voyez, des initiatives, il y en a un peu dans tous les sens, y compris avec des illustrations plus conviviales, puisque à la section paloise, vous pouvez aussi, à travers Euralis, découvrir les produits locaux. On a aussi des partenariats. Donc là, ce n'est pas les marchés qui nous l'ont demandé, c'est nos agriculteurs. Des partenariats avec locaux, Agri-Local par exemple, ou Mangeons Happy. Donc, qui sont des regroupements de producteurs qui demandent à Euralis un coup de pouce pour venir dynamiser leur vente. Moi, le regard que j'ai au-delà d'Euralis, c'est parce que c'était un peu votre question, est-ce qu'on réinvente la poudre ou est-ce que... J'avais dit l'eau chaude, mais l'eau chaude, ça peut voilà. être la poudre aussi. Moi, ce que je constate, il y a des réseaux traditionnels qui existaient. Quand on est sur les marchés locaux, on en compte 10 000 en France à peu près, on fait déjà du circuit court. Voilà, au sens pur du terme, c'est-à-dire on réduit le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Voilà. De la même manière, les ventes à la ferme, ça fait des années qu'on peut aller acheter des produits, mais là, pour le coup, il faut habiter en zone rurale. Si on n'a pas les clés, c'est moins évident. Et puis quand on regarde un peu le paysage et la manière dont il évolue, il y a tout un tas de nouveaux canaux. Les AMAP en font partie. On pourrait citer les drives aussi, les drives fermiers qui s'organisent un peu partout, ou les magasins de producteurs, c'est-à-dire quand on n'a pas la taille critique pour faire seul, on s'associe et on essaie de le faire ensemble. Donc tout un tas de canaux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que tous, chez Euralis, mais aussi à l'extérieur, on a tous le même objectif, à savoir restituer de la valeur aux agriculteurs, les aider à trouver des débouchés à leur agriculture. Et sur cet aspect-là, moi, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Marie Clamrol, vous qui accompagnez les agriculteurs au quotidien, vous l'avez vu au Crédit Agricole, il y a toujours eu cette production locale, cette petite partie du chiffre d'affaires qui est consacrée à la vente aux voisins. Mais à partir de quand ça a vraiment titillé l'agriculteur d'en faire une plus grosse partie de son chiffre d'affaires ? Je dirais, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Et ce que nous disent les agriculteurs, je le résumerai en 3 points. Pour eux, le circuit court, c'est
déjà de se sentir utile vraiment au territoire et être en contact avec les consommateurs. Il y a le côté pour eux, le plaisir de valoriser le fruit de leur travail. Et comme vous l'avez dit, un intérêt économique, puisque forcément en diminuant les intermédiaires, il y a plus de valeur ajoutée, plus de marge pour eux directement. Et aujourd'hui, c'est une vraie nécessité qu'ils ont de développer pour faire face pour contrer tous les aléas auxquels ils sont confrontés. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour eux. Alors pour appuyer ce que vous venez de dire, on a été à Maindite, en Soule, il faisait pas beau, donc on va pas vous montrer des belles images de collines souletines, pourtant elles étaient belles, mais c'était juste caché par le brouillard. On est allé voir Hélène Salefranc. Alors, elle est bergère, elle est productrice de fromage, les fromages Igaïa et un autre fromage, un petit fromage à pâte molle dont je ne vous dirai pas le nom, elle le prononce bien mieux que moi. Elle produit donc ces fromages, les vend à certains distributeurs, mais aussi à la table des producteurs. Et elle s'est associée depuis, d'ailleurs, depuis 3 ans, elle avait une salariée, Émilie Coll. Et maintenant, elles sont deux bergères à faire tourner cette ferme du côté de Maindite. On l'écoute. On est à Maindite, au Pays Basque. On a 330 brebis. On est 2 associés. On a aussi un jeune homme en apprentissage qui travaille avec nous sur une ferme de 70 hectares. Voilà, donc la production principale, c'est le lait de brebis. On vend une partie du lait à un industriel, mais on transforme aussi une partie du lait sur la ferme. On fait de la tome de brebis qui s'appelle l'Igaïa et aussi une petite pâte molle que vous voyez ici, c'est Igaï Chipia, c'est une petite pâte molle au lait de brebis en fait. On a plusieurs types de commercialisation, mais en fait on a 50% moins de notre production qui est vendue en circuit court à différents clients, quelques crémiers, quelques magasins de producteurs comme des vergers en fait, mais aussi et surtout la table des producteurs d'Euralis. On travaille avec la table des producteurs depuis 2012 avec l'ouverture des 4 magasins sur la région paloise. Et puis c'est une démarche qui s'est développée, ils ont ouvert de nouveaux magasins et du coup on a continué à avoir de nouveaux magasins clients pour en avoir aujourd'hui entre 15 et 20. Le circuit court permet de réduire le nombre d'intermédiaires et du coup d'avoir des tarifs de vente plus intéressants et une meilleure répartition des marges, je pense. C'est plus intéressant de travailler en circuit court parce qu'il y a moins d'intermédiaires et du coup on valorise mieux notre produit. C'est une démarche en fait dans laquelle je me retrouve parce que quand je vais à la rencontre des consommateurs à l'occasion d'animations ou parfois des clients qui appellent tout simplement pour dire que le produit est bon. Et dans ces cas-là, en fait, je trouve que ça amène autre chose qu'un apport financier. Ça amène de la reconnaissance pour notre travail qu'on fait avec passion. Du coup, quand on a à la fois une meilleure revalorisation et aussi une reconnaissance pour notre travail, ça nous donne envie de faire encore mieux en fait et d'écouter les attentes des consommateurs, peut-être, je sais pas, en matière environnementale. Et ça donne du sens parce que ça met un lien à l'intérieur d'un territoire où on produit quelque chose, les consommateurs achètent et du coup ça fait un cercle vertueux. Voilà. C'est quelque chose qui est bénéfique à tout le monde, finalement, je pense. Quelque chose qui est bénéfique à tout le monde. Nicolas Rebière, vous étiez avec Bruno Robali, je crois, pour réaliser ce reportage. On a pris des risques, on a été jusqu'à Maindite. C'est ce que j'allais dire, mais vous avez ramené combien de fromage, votre Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien, votre discrétion vous honore. Romain. On s'interroge, Charles Pellan, on a entendu cette agricultrice qui parle de 50% de son chiffre en circuit court. Est-ce que les centaines d'agriculteurs qui s'installent à Mondis aujourd'hui partent aussi sur ce schéma-là, 50% de circuit court, 50% pour le reste de la production? Alors c'est très difficile à dire pour l'instant, mais effectivement, je crois qu'il est difficile aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de la nécessité d'une structuration parce qu'effectivement, de plus en plus d'agriculteurs s'installent avec cette volonté de vendre au local.
Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'une grande partie de leur production est, pour partie, oui, je pense qu'on peut se retrouver dans les chiffres qui ont été évoqués par l'agricultrice qui a témoigné. C'est très différent en fonction des appels, en fonction des situations. C'est la même chose en Béarn et en Pays Basque, rassurez-nous. Pardon ? En Béarn et en Pays Basque, c'est la même chose. Oui, on peut, au titre de l'équilibre entre les territoires, on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Ça, on peut poser la question au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, parce que vous êtes aussi... la question, pour la creuser un peu plus, et vous l'avez dit d'ailleurs, et Hélène Salefranc a dit ce que vous avez dit. En gros, elle dit deux choses. Elle dit ça rapporte, enfin, ça a un intérêt, et puis elle dit ça donne du sens. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez les chiffres, vous êtes la banquière, est-ce que vous sentez que ce phénomène-là concerne d'abord des jeunes qui s'installent, ou est-ce que vous voyez aussi des gens qui finalement se réorientent vers ce mode de distribution du circuit court? Alors, nous voyons les deux, mais effectivement, c'est très fort dans la jeune génération. Alors, l'installation des jeunes agriculteurs, pour nous, c'est un moment très très fort. On accompagne 85% des installations de jeunes agriculteurs sur l'ensemble de notre territoire, et c'est vrai aussi en Pyrénées-Atlantiques. Au total, sur Pyrénées-Gascogne, c'est près de 220 installations JA que l'on finance chaque année, à peu près la moitié en Pyrénées-Atlantiques, et ce que l'on constate, c'est entre 35 et 40% de ces jeunes qui intègrent un atelier de circuit court dans leur projet d'installation. Donc la nouvelle génération, elle réfléchit comme ça, à diversifier et à essayer de créer plus de valeur ajoutée par la valorisation plus directe des produits. Et on a aussi, comme on a pu le dire un peu plus tôt dans la conférence, on a aussi donc, des agriculteurs donc, qui sont un peu moins jeunes, mais pour autant qui recherchent aussi cette dynamique et qui soit y étaient déjà, soit s'y mettent ou vont s'y mettre, puisqu'ils comprennent bien que c'est quand même le sens de demain et l'attente des consommateurs. Laurent Dumas, est-ce que vous confirmez cette tendance, et est-ce que vous pouvez me dire ce que viennent chercher les agriculteurs à la table des producteurs? On l'a entendu, Hélène Salefranc a dit, j'ai du retour aussi. Ça, c'est très important. On le sait, dans tous les métiers, il faut du retour, finalement. Vous avez vu Hélène, j'ai adoré le reportage. Elle parle de sens, de retour, mais elle le dit avec le sourire et fierté. Donc on voit... Oui, ça gâche rien. Ça gâche rien. Donc effectivement, ils viennent chercher du retour direct sur leurs produits. Ils viennent aussi amener des éléments de preuve sur la transparence. Quoi de plus concret à de nombreuses reprises, j'ai vu ces rencontres entre les producteurs et les consommateurs dans nos magasins. C'est un moment vraiment sympa, simple, dans lequel les deux se comprennent. Chacun fait un pas vers l'autre. Donc oui, il y a ce retour direct. Entre parenthèses, ce retour direct, il peut commencer dans les magasins table des producteurs. Il peut se finir à la propriété. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on peut considérer que pour 1 euro de chiffre d'affaires réalisé dans nos magasins, il y en a 3 qui vont se réaliser sur la propriété en parallèle. Et donc ça c'est super. Voilà. Donc, plus largement, c'est aussi l'opportunité de rentrer dans les savoir-faire. C'est-à-dire, je pense que vous l'avez vu à l'occasion de votre visite chez Hélène, faire du fromage, c'est un métier. Voilà, et même sur des produits bruts, de traitement de viande par exemple, pouvoir parler de l'élevage, des conditions dans lesquelles les animaux ont grandi, ben, ça réconcilie finalement le consommateur et le producteur. Je voulais moi aussi réagir sur le sujet des jeunes. Est-ce que c'est le sujet des jeunes ou est-ce que c'est le sujet de tous? Oui, est-ce que c'est générationnel ou pas? Alors, pour moi, c'est le sujet de tous. Donc, ce qu'on constate, c'est un mouvement de tous contraint pour certains et volontaire pour d'autres. Mais c'est globalement toutes les générations. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les jeunes, que nous accompagnons aussi chez Euralis avec tout un tas de programmes, comme à tout jeune, en particulier sur la reprise d'exploitation, mais les jeunes, ils nous boostent aussi. Ils ont des idées nouvelles. Je regarde à la table des producteurs l'intégration de familles de produits nouvelles. Cet été, avec une marque, un jeune couple là, dont je prenais des nouvelles hier, qui a lancé une marque peau de vache sur des glaces. Voilà, donc c'est clair qu'il y a 10 ans, on n'était pas attendu sur les circuits courts avec des glaces. Aujourd'hui,
sur les offres. On a aussi un enjeu de renouvellement de nos gammes, d'élargissement de l'offre, pour pouvoir proposer avec des producteurs laitiers des glaces fait maison et des goûts qui sortent du classique au quotidien. Donc il nous bouge, il nous amène à réfléchir différemment. Là aussi, d'ailleurs, il y a un échange sur cet aspect-là, puisque le contact direct avec les consommateurs permet aussi d'avoir un retour sur leurs attentes réelles. Alors, on parle beaucoup des producteurs depuis le début. On vient de parler des jeunes, des moins jeunes. On va se recentrer un peu, Eric, si vous le voulez bien, sur les jeunes. Et si vous voulez, pourquoi vous me regardez à ce moment-là? Enfin, je vous en remercie, mais allez-y. Il y a dans le département une initiative qui a une dizaine d'années, ça tombe bien, Mme Clavrolle. C'est le dispositif de conseil général, à l'époque, et départemental aujourd'hui, qui s'appelle Manger bio et local. Alors on va écouter un chef de cantine, Philippe Miremont, qu'ont rencontré nos journalistes David Ledéodic et Gabriel Blaise cette semaine. C'est un chef qui nous explique en quoi ce dispositif, qui permet de consommer bio, local, avec des producteurs du coin, valorise à la fois son travail à lui, mais aussi ce que mangent les collégiens, et ça les éduque. Et finalement, c'est aussi une réponse à notre question, est-ce que ce sera durable? On va regarder le reportage de Gabriel et David. Il y a ceux qui découvrent, ou on fait découvrir des plats. Certains aussi, c'est un des rares repas qu'ils auront équilibré de la journée. Mais dans l'ensemble, ils sont très satisfaits. Oui. Ils ont un accueil chaleureux et puis des plats qui sont quand même... on s'adapte par rapport à leur goût, on va dire. Voilà. Et pour vous, c'est un moment important ? Oui. Cet échange direct avec eux? Oui, sinon il n'y aurait aucun sens de préparer toute une matinée si on n'a pas de résultat au bout quand même. Hein. Donc là, sur le fruit en lui-même, la pomme, nous avons deux cas de figure. Une pomme qui est locale, hein, et puis une pomme qui est aussi artisanale, mais qui vient du Lot-et-Garonne. Voilà, parce que ce style de production ne se fait pas localement dans notre département. Là, on reste quand même dans le cadre du circuit court. Hein. Et puis, vous voyez bien aussi la différence, c'est ce qu'on appelle le calibrage. On s'est aperçu, pour que la catégorie d'enfants que nous avons, notamment dans le cadre du collège, c'est que ce style de consommation étant beaucoup plus petite et beaucoup plus facile à manger, mais aussi à peler, que ces grosses pommes. Où là, on aurait un risque de croquer dedans et ensuite de jeter la pomme, parce qu'ils n'auront pas de temps ou pas, pour X raisons, ou la difficulté de la peler. Donc là, on se retrouve avec un fruit calibré, local, circuit court, qui nous vient du département et qui a été livré par notre fournisseur. Menu du jour, qu'est-ce qui est en circuit court, qu'est-ce qui est en bio, qu'est-ce qui est les deux? Oui, mais sur un menu comme aujourd'hui, il y a deux variantes qui vont arriver. Dans le cadre du poisson, vous avez du poisson local. Ensuite, vous allez avoir, dans le cadre du circuit court, vous allez avoir les fruits, vous allez avoir les laitages aussi qui seront pris en compte. Mais il n'est pas forcé que dans un menu, vous ayez tous les produits qui soient issus du circuit court. On essaye de s'efforcer. Alors d'aujourd'hui, nous trouvons toujours une trace de produits sur soit un circuit court, soit un produit label, soit un produit issu de l'agriculture biologique. Un sujet qui nous a plongé donc au cœur de cet établissement à Billère, qui a fait partie des établissements d'ailleurs qui ont été labellisés dans le cadre de la journée Manger bio local que nous menions à Bayonne hier. Un des établissements parmi tant d'autres, puisqu'il est labellisé de 2019 et labellisé de 2020 d'ailleurs. Romain. On l'a compris, Charles Pellan, avec ce reportage, ce dispositif, c'est tout bénef. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour les élèves, et puis c'est bon pour le chef de cantine qui a l'air d'être un bon vivant également, Philippe Miremont. Qui a eu cette super idée? Ben écoutez, c'est effectivement une démarche qui a été initiée il y a une dizaine d'années, tout simplement parce que, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons la chance d'être dans un département où il y a une diversité de produits de qualité, de produits sous signe officiel de qualité. Donc, le chef, on parlait dans notre supplément, du reste,
non sans exagération, en parlant d'un département béni des dieux. Tout à fait. Nous sommes l'un des J'ai déjà entendu ça quelque part. Le premier département de France en termes de reconnaissance inofficielle de qualité. L'intérêt, je crois que effectivement, pour nos chefs cuisiniers, il y a eu un intérêt tout particulier d'abord de cuisiner avec des produits locaux, de retrouver une cuisine plus traditionnelle. Mais au-delà, c'est surtout la rencontre avec le producteur, l'échange. Et tout à l'heure, cela a été évoqué par Madame Claverol ou Monsieur Dubin, effectivement, et par justement la jeune agricultrice. Il y a un sentiment, il y a un réel plaisir à promouvoir ces produits locaux. Il y a aussi de la fierté. Et tout ça, c'est extrêmement important pour le monde agricole. Alors ça, c'est le premier point concernant les nouvelles pratiques professionnelles de nos chefs cuisiniers. L'autre élément important qui a été mis en avant, que nous souhaitons, c'est recréer, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la solidarité territoriale. Promouvoir une économie circulaire pour faire en sorte que nos agriculteurs, pour qu'une agriculture vivante puisse continuer à perdurer sur les territoires. Et enfin, peut-être élément encore plus important, c'est en direction de nos jeunes, l'éducation au goût, l'éducation à la qualité, je crois, des produits, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est aussi une manière pour eux de mieux connaître leur territoire, de mieux l'appréhender. Et tout ça, je crois que ça oblige collectivement à aller vers que ce soit les producteurs, que ce soit le chef cuisinier, on s'inscrit dans une démarche de qualité qui est bénéfique à tous. Alors, tout ça, c'est très bien, et c'est vrai qu'on l'a entendu, il y a un cercle vertueux, tout le monde en parle. Maintenant, il y a une question. Vous êtes à 20%, je crois, au Bois d'Amour de bio et local. En gros, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait arriver à 100% ou est-ce que c'est pas possible? Je voyais ces magnifiques betteraves rouges qui m'ont ramené dans mes jeunes années où il fallait manger les betteraves rouges dans les trucs. Est-ce qu'on a une capacité de production qui amènerait à ça, ne serait-ce que dans les collèges ou pas forcément? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir de la production locale. Les choses se structurent au fur et à mesure du temps. Mais au-delà de la production, on a un autre élément important qui rentre en ligne de compte pour faciliter, je dirais, le travail ou la gestion de nos cuisines dans les collèges. C'est toute la logistique qu'il y a autour pour pouvoir approvisionner correctement ces collèges. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cela a été évoqué, de plus en plus de producteurs, d'agriculteurs se lancent dans ces démarches-là, qui ne feront que conforter et qu'augmenter, bien sûr, la production, la consommation, de produits bio ou de produits locaux. Pour autant, on est encore loin des 100%. Le jour où ça arrivera, tant mieux, mais en tous les cas, il y a une réelle dynamique, comme on a pu le constater pour le consommateur en général, pour aller pour promouvoir cette démarche-là. D'ailleurs, je dois signaler que nous l'avons élargi à l'ensemble de nos EHPAD, de nos ESAT, de tous les établissements médico-sociaux. Et en lien avec l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, nous avons aussi élargi cette démarche aux écoles primaires et maternelles de notre département. Alors, les collèges, les écoles, les EHPAD, tout ça, c'est des petites sociétés, mais on peut sortir du collège de nouveau et s'intéresser à la société tout entière. Finalement, la question qu'on pose à Charles Pellan sur les collèges et les fournisseurs, elle se pose pour tout le monde. Une société à 100% de circuit court, ça ne peut pas exister, Laurent Dubin. À mon avis, non. Moi, je suis profondément convaincu que c'est la demande qui génère l'offre déjà. Donc, il n'y a pas une demande aujourd'hui pour 100% des circuits courts, on l'a dit tout à l'heure. L'enquête OpinionWay, elle dit qu'il y a un recours majeur et de plus en plus fort aux circuits courts, mais pas que. Donc, il n'y a pas que ces éléments-là. Puis, je voulais rebondir sur l'acceptabilité aussi. Les circuits courts, ils ont aussi leurs contraintes. Et même si on est dans une région bénie des dieux, souvent on nous questionne dans les magasins pourquoi il n'y a pas des bananes. Bon, ben, il n'y a pas des bananes, effectivement. La région bénie des dieux. Il y a des palmiers, mais pas de bananiers. Voilà. Donc, il y a des palmiers, oui. Donc il y aura aussi une place pour des circuits
plus long, on va dire. Et sur le bio, c'est pareil. Le bio est en progression à 2 chiffres. Sur nos exploitations du sud-ouest, on constate chaque année l'essor du bio, et pour autant, la demande reste limitée. Voilà. Et une des questions qui se pose aussi pour nos consommateurs, c'est très valable dans les collectivités aussi, c'est la question du prix qu'on est capable ou qu'on a envie de mettre dans les productions locales. Voilà. Marie Claverol, votre vision là-dessus, est-ce qu'on arrivera à 100% de circuit court, 100% de bio? Vous disiez dans l'interview de notre supplément que les agriculteurs avaient tendance à ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, tous leurs œufs dans le même panier. Oui, alors déjà la première partie de votre question, non, je partage ce que dit monsieur, pas 100%. Et d'ailleurs, nous, on est la banque de tous les types d'agriculture. Et ça nous tient à cœur d'accompagner toutes les agricultures parce qu'elles sont bien entendu toutes nécessaires pour nourrir la planète. Et après, sur cette notion de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, bien sûr que non, et heureusement, parce que si on regarde les aléas climatiques, trop de pluie, pas assez de pluie, des tempêtes, si on regarde les aléas sanitaires qu'il peut y avoir, des crises aviaires, des fièvres porcines ou la crise du coronavirus, les aléas économiques sur les prix, nous, ce qu'on constate, parce qu'on est là aussi pour accompagner nos agriculteurs dans les bons mais dans les mauvais moments, c'est que c'est pas un métier facile, et en tout cas c'est un métier très incertain. Et donc ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui justement ne mettent pas tous les œufs dans le même panier, qui diversifient plusieurs ateliers sur leur exploitation et qui peuvent compenser donc ces aléas. Et en ce sens, la valorisation plus importante par l'intermédiaire d'un atelier en circuit court est favorable à la pérennité des exploitations. On va arriver à la conclusion, messieurs, bientôt de ce débat avec nos invités. Cela dit, une remarque pour vous écouter là, les uns et les autres. Vous l'avez évoqué en creux, la question de la valorisation, certes, mais aussi du prix que l'on est prêt à payer pour manger local. Vous parliez tout à l'heure de l'étude Opinion Way qui y consacre une partie. Charles Palin en parlait également tout à l'heure en creux dans ses propos. Vous avez vraiment les uns les autres, et on pourrait poser la question également aux consommateurs, aux journalistes consommateurs ou aux consommateurs journalistes qu'ils sont, qu'on est tous prêts à payer un petit peu plus pour manger local, et que la question du prix ne va pas être aussi une forme d'arbitrage pour les consommateurs dans les temps à venir? Oui, c'est un vrai sujet. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs attitudes de consommation. Il y a des moments où on se fait plaisir, où on a envie d'une caution locale, tracée, qui fasse sens pour le consommateur aussi. On a parlé tout à l'heure de la fierté des agriculteurs, mais nous, ce qu'on constate aussi, c'est au-delà du prix, le sentiment des consommateurs de vouloir être utile et de contribuer à l'écosystème local. Donc ça, c'est une tendance. Après, ma conviction, c'est que voilà, c'est à certaines occasions, à certains moments de la semaine, et qu'il y a aussi la place pour des achats plus banalisés, plus communs. Charles Pelin, si, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'échange, beaucoup de cantines, etc., ont fait ce pari du manger local, du manger bio pour toute une partie de leur menu, on peut se poser légitimement la question, peut-on tous se payer finalement cela dans les cantines des établissements scolaires? Est-ce qu'il y a une question autour du prix également là-dessus? Alors, globalement, nous avons constaté malgré tout qu'il n'y avait pas d'augmentation du coût de revient dans le prix des menus qui étaient proposés. Nous sommes à 20%, effectivement. Ceci étant dit, effectivement, je pense que si la société aspire à de plus en plus de produits qualitatifs, il faudra à un moment donné qu'elle s'interroge également sur le prix, le juste prix de rémunération des agriculteurs. C'est extrêmement capital. Vous le savez, l'agriculture est en perpétuelle mutation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler en conclusion, mais il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement encore un grand nombre d'agriculteurs en difficulté, et donc la nécessité d'une juste valorisation de leur production.
Ça rejoint ce que vous disiez, Marie Cavrolle, en effet, dans vos propos. Messieurs, donc il est l'heure de conclure. D'ailleurs, vous avez changé vos habitudes alimentaires ces derniers mois, ces dernières années? Comment vous expliquer Ça se voit, non? Ma part de Pardon, fruits et légumes est à 5% à peu près de mon budget alimentaire, donc je peux difficilement parler de ça. Mais on peut me dire pareil sur la partie carnée, sur les palmipèdes, sur plein de choses, monsieur. Comment dire Rabière. Je crois beaucoup au circuit court en matière viticole notamment. Et j'y contribue beaucoup. Pour le reste, non, mais comment dire, c'est une vraie question que celle du prix, mais c'est une vraie question aussi, à mon avis, que celle de ce qu'il y a autour d'un produit. Et on ne parle pas d'emballage, on ne parle pas de marketing. Typiquement, je vais me faire traiter de bobo, mais si j'ai le producteur en face de moi qui m'explique comment il a fait, je l'ai vu à Mandit avec un franc, fatalement, ça me donne un peu plus envie qu'un truc sous vide. Ça, c'est évident, quoi. C'est évident. Après, il y a la question du pouvoir d'achat, c'est évident aussi. Et une question aussi, Romain, qu'on avait posée, que je pense qu'on peut poser en conclusion, c'est l'après-Covid, s'il arrive d'ailleurs. Oui. Espérons-le, Nicolas. Ouais. Espérons-le. Ok, les circuits courts ont progressé. Je pense qu'il est important aussi de se poser la question. En agriculture, et là, on a des interlocuteurs qui peuvent nous le dire, c'est quoi la suite pour l'agriculture après la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent? Est-ce qu'on a raté des choses, tout bêtement, en ne parlant que circuits courts? Qui démarre? Monsieur Dubin, je peux attaquer, merci. Effectivement, les circuits courts sont une tendance, mais ce n'est pas la seule. On s'est posé chez Euralis en début d'année sur une vaste étude auprès de nos agriculteurs, mais aussi de nos salariés. On a sollicité des experts externes aussi sur la projection qu'on faisait ensemble de l'agriculture à 2030. Et dans cette agriculture-là, on a essayé d'identifier les principales tendances. Donc, entre parenthèses, des choses très classiques qui viennent d'être confirmées dans le plan de relance communiqué par le ministère début septembre. On y voit quoi? On y voit bien évidemment des tendances de fond, la réduction des intrants, qui est claire, la gestion des problématiques d'eau et d'énergie. Voilà. Au-delà des circuits courts, ce que nous disent ces travaux, c'est le besoin de traçabilité, voilà, de comprendre, de savoir d'où ça vient. Et plus globalement, quasi en fil conducteur, c'est la prise en compte de l'évolution des attentes sociétales qui vont vers la prise en compte des problématiques environnementales dans leur ensemble. Donc oui, ça bouge au-delà des circuits courts. Nous, cette étude elle nous a amené à revoir de manière fondamentale la stratégie de la coopérative et à faire des choix structurants. Notamment faire le choix du conseil par rapport à la vente de produits phytosanitaires. Donc c'est la compréhension de ces choix importants qui nous fait évoluer. Pour être très précis, Euralis est une des rares, je pense, vendeurs de phyto qui décide de plus vendre de phyto, donner du conseil. C'est-à-dire que désormais, la réglementation, c'est soit vous vendez, soit vous donnez du conseil. C'est ça. Hein. Oui, ça arrive dans le cadre de la loi Egalim, qui vise aussi à, on parlait tout à l'heure du revenu des agriculteurs, mais à protéger l'agriculture française. Et entre autres, oui, il y a ce choix à faire. Bon, voilà, au-delà de la problématique du 1er janvier, on regarde loin devant, vous l'avez compris. On sera là pour accompagner nos agriculteurs parce qu'il y a tout un tas de typologies d'agriculture aujourd'hui qui n'ont pas de solution sans les phytos. Hein. Donc on sera là pour accompagner nos agriculteurs, mais il faut faire un choix. Nous avons fait le choix et on a réussi à le positiver, à lui donner un sens. On a beaucoup parlé de sens là ce soir, mais nous aussi on a réussi à donner un sens à ce choix pour les agriculteurs et pour les salariés d'Euralis. Ils sont nombreux, c'est important pour nous. Marie Cavrolle, la transformation des exploitations, je pense que c'est une grande partie de votre travail au Crédit Agricole. Tout à fait. Pour nous, au Crédit Agricole, l'agriculture de demain, mais déjà d'aujourd'hui, c'est une agriculture qui est en transition. Nous, on souhaite accompagner cette, ou plutôt ces transitions, et on parle de 3 types de transitions. C'est la transition énergétique, la transition numérique et la transition agroécologique. Voilà. Énergétique, c'est photovoltaïque, méthanisation, comment je produis de l'énergie verte, comment j'amène un peu plus de revenus sur mon exploitation en essayant d'être plus respectueux de l'environnement. La transition numérique, c'est comment les agriculteurs peuvent s'appuyer sur tous les
outils numériques et la technologie pour améliorer leur rendement, diminuer la pénibilité du travail, diminuer les intrants. Et tout ça au service de la transition agroécologique, finalement, parce qu'au bout, il y a cette attente très forte du consommateur d'avoir un produit plus qualitatif, plus tracé, plus sain, moins polluant de l'environnement. Et donc, il y a le bio, mais pas que. Évidemment, pas que. Et donc, toutes ces transitions, nous, notre mission, c'est de les accompagner. Est-ce qu'il y a des réticences chez vos clients sur ces transformations ? Non, je dirais plutôt... Alors, il peut y avoir des peurs, en fait. Je dirais pas des réticences, mais plutôt des peurs, des freins culturels. Mais il y a une vraie mutation du monde de l'agriculture. Et en tout cas, ceux qui ont déjà emprunté ces chemins peuvent montrer le chemin aux autres. Et nous, on est là pour essayer de catalyser ces dynamiques. Et enfin, Charles Pellan. Oui, effectivement, je partage ce qui a été dit par Madame Clavreau et Monsieur Dubert. L'agriculture, vous savez, elle a été en permanente mutation. Elle a évolué considérablement ces 20 dernières années, je dirais, avec des pratiques plus vertueuses de l'environnement, renforcées bien sûr ces derniers temps par l'interdiction de certains produits phyto. Elle est en permanence questionnée par rapport à sa place dans la société. Vous l'avez évoqué également. Moi, je considère qu'effectivement, autant il y a une tendance pour aller vers des productions plus bio, plus raisonnées, autant dans le même temps, on aura besoin de cette agriculture conventionnelle. La première des missions de l'agriculture, c'est de nourrir les femmes et les hommes de notre pays. Il faut savoir qu'on importe encore 70% de la viande blanche dans notre pays. Donc, si on veut aller vers cette autonomie alimentaire, forcément, il faudra que nos gouvernants, que nos dirigeants, en tous les cas, que les responsables, la puissance publique, prennent conscience de cet accompagnement indispensable. Et donc, effectivement, je considère que malgré un contexte difficile, il y a encore un bel avenir pour l'agriculture. Au-delà de l'enjeu économique, il y a également un enjeu en termes d'aménagement pour nos territoires, en termes d'aménagement de nos paysages. Il n'y a rien de plus terrible aujourd'hui que le constat que nous pouvons faire. Je parle du Nord-Est, puisque je connais bien cette région, avec la disparition de l'élevage. Ce sont des coteaux qui commencent à s'embroussailler et c'est extrêmement préoccupant. Nous avons une réponse à apporter. Donc, vous voyez, l'agriculture, elle a une mission relativement large, transverse, dans tout ce qui compose nos territoires. Merci au Conseil départemental, merci à Euralis, merci à la Caisse régionale du Crédit Agricole d'avoir participé à ce débat organisé par La République, l'Éclair, Sud-Ouest, que vous avez suivi d'ailleurs sur les sites de La République des Pyrénées.fr, sur sudouest.fr, sur digifoiredepau.com. On parlera d'ailleurs, messieurs, encore évidemment de ce sujet dans vos colonnes. On parlera tous les soirs également pendant la durée de la Digifoire de ces sujets avec les Agri-Days, puisque cette webconférence s'intégrait dans le grand chapeau des Agri-Days, une des thématiques de la Digifoire de Pau. Et donc tous les soirs à 18h30, il y aura un autre sujet lié à l'agriculture. Et nous, on se retrouvera d'ailleurs chaque matin, d'abord avec Romain Belli à 9h10 sur sudouest.fr dans ce même studio. Et un invité tous les matins. C'est moi qui suis du matin. C'est ça, c'est bien connu. Donc à partir de midi, ça sera Café La Rep, également sur le site de La République des Pyrénées.fr. Voilà, Bruno Robali relance son Café La Rep, plutôt du midi. À l'heure de l'apéritif, oui, pour Café La Rep, c'est tout à fait logique. Voilà. Même il prend les cafés à midi. Hein, donc tous les midis, il y aura le Café La Rep avec un invité dont on parle de l'actualité. Excusez-moi, je crois que c'est pas très français ce que je viens de dire. Il interrogera quelqu'un qui a une actualité. Voilà. Exactement. Donc rendez-vous avec La République, avec Sud-Ouest. Merci à Sud-Ouest Publicité qui a mis en place également la partie commerciale de ce rendez-vous. Chers amis, nous allons vous abandonner là. À très bientôt sur ces sites internet et à très bientôt sur le plateau de la Digifoire de Pau pour que pendant 10 jours nous puissions revivre avec les mêmes sensations, les grandes thématiques qui font l'actualité de ce territoire. Bonsoir.